Sandrine O. Je suis entré chez Médecine, prononcé Médecins, le 7 février, le même jour que Cristal. Après 13 mois de chômage, dont 2 à relire ma thèse et 11 à tourner et retourner dans mon studio de 15 mètres carrés, cette embauche avait des allures de délivrance. Médecins engageait des scientifiques. J'étais PhD en biochimie. J'étais la spécialiste du ribosome du zébrafiche. Après 3 années de doctorat à disséquer ces minuscules poissons rayés, à les tronçonner en lamelles avant de les fixer sur des lames de verre et à les tronçonner et à m'esquinter les yeux sur des microscopes électroniques, mon directeur de thèse m'avait indiqué qu'il n'y avait pas de poste pour moi dans le labo de l'université. Ses budgets diminuaient comme peau de chagrin. Il n'avait vraiment pas les moyens d'engager un nouveau chercheur. Il le regrettait. Mais la recherche publique de nos jours n'était guère une voie d'avenir pour les jeunes scientifiques, aussi brillants fussent-ils. Le mieux que j'avais à faire, d'après lui, était de m'inscrire à Pôle emploi et de chercher un poste dans le privé. J'avais suivi ses conseils et j'étais parti gonfler les chiffres du chômage, du temporaire. Le temps de peaufiner ma thèse, m'étais-je dit. Oh, cela me permettrait de toucher les indemnités auxquelles j'avais le droit en tant qu'ancienne doctorante. Ensuite, je passerai aux choses sérieuses. Certes, les laboratoires et les institutions françaises n'étaient pas réputés pour leur politique de recrutement massif, mais j'étais confiante. J'avais la vie devant moi, pensais-je. L'enthousiasme de la jeunesse, un parcours sans accroc et toutes les qualités d'une bonne chercheuse. Persévérance, rigueur et train de vie modeste. Mon premier rendez-vous à Pôle emploi avait quelque peu rafraîchi mon optimisme. La conseillère avait consulté mon dossier sur son écran d'ordinateur en fronçant les sourcils, un peu comme mon directeur de thèse lorsque je ratais mes coupes de zébrafiche. Une moue avait déformé ses lèvres fardées de rose, alors qu'elle lâchait dans un soupir. Encore une PhD. Notre entretien s'était terminé sur une question de sa part. Vous n'avez jamais songé à partir à l'étranger ? Ma thèse sur la structure et la fonction du ribosome du poisson zèbre couronnant 3 années de travail acharné avait reçu les félicitations du jury. Cela n'impressionna guère les directeurs des laboratoires publics qui ne daignaient même pas répondre à ma candidature. Alors je me rabattis sur la recherche privée, contacter des chasseurs de tête, des boîtes d'intérim, partout, mais alors partout, on me répondait que je n'avais pas d'expérience ou une expérience trop pointue. Je m'obstinais pourtant, écumant les sites de petites annonces, envoyant sans relâche CV et lettres de motivation. J'attendais, persuadé qu'on allait me contacter le lendemain tant mon profil était génial pour le poste et ma prose convaincante. Mais il ne se passait rien. Car on apprend vite, lorsqu'on cherche du boulot, qu'on n'est pas la seule. Pour un poste ouvert, 50 candidats se pressent au portillon. Dans le lot, il y a forcément quelqu'un de mieux que vous. Ce n'est même plus de la statistique, c'est de la fatalité. Chaque mois était scandé par une visite à ma conseillère Pôle emploi dont l'attitude résignée achevait à me démoraliser. Un jour, elle m'assena même que j'avais fait une grosse erreur en préparant une thèse. Ça effrayait les employeurs. J'étais donc surdiplômé et inemployable. Et en plus, c'était de ma faute. Au bout de 6 mois, sur les conseils insistants de ma mère, j'envoyai un mail à mon directeur de thèse. Est-ce qu'il n'avait toujours rien pour moi ? Est-ce qu'il ne connaissait pas un collègue désireux d'engager en post-doctorat une spécialiste du ribosome du zébrafiche ? La réponse arriva dans l'heure. Non, vraiment, il ne voyait pas.
Même, je pouvais passer au labo quand je voulais, puisque j'avais le temps. Ils seraient ravis de discuter un moment. Je jetai aussitôt le courriel à la poubelle. Un goût de bile dans la bouche. Je me mis à pleurer, d'abord silencieusement, puis de plus en plus fort. Des gros sanglots secouaient mes épaules. J'étais inutile. Inutile. Et j'avais gâché les plus belles années de ma vie sur un travail qui n'intéressait personne, à part 2 ou 3 universitaires débarqués d'une autre planète. Et ce que j'avais redouté arriva. La déprime et son cortège de journées en pyjama, de Kleenex roulés en boule sur le canapé et d'émissions de télé-réalité pour décérébrer. Mes journées étaient rythmées par les allées et venues du voisin. Lever à 6h45, chasse d'eau, douche, ronronnement de machine à café. À 7h30, la porte d'entrée claquait et je me rendormais. L'appart mitoyen du mien reprenait vite entre 20 et 21h. Musique, sonnerie du micro-ondes, conversation téléphonique étouffée. J'enviais tous ces gens qui se levaient à 6h pour attraper de justesse des RER bondés, qui croulaient sous les dossiers et rentraient à pas d'heure. Tous ces actifs surbookés et énervés. Tous ces candidats là, au burn-out, qui ne connaissaient pas leur chance. Ils avaient trouvé leur place dans la société. Eux, au moins, moi, malgré ou à cause de mon bac plus 8, je n'existais pas. Je n'étais même pas une merde. J'étais une petite crotte, transparente et inodore. À quoi ça sert un ribosome? À rien, maman, à rien. Comme d'être PhD. Et puis au détour d'une de mes longues errances numériques, je tombais sur cette annonce. J'avais depuis longtemps abandonné mes ambitions de grande chercheuse et faisais feu de tout bois, du moment que cela ne soit pas trop éloigné de mon champ de connaissances. Medicine recrutait des scientifiques. L'entreprise, m'expliqua la DRH lors de notre premier contact téléphonique, travaillait pour différents laboratoires pharmaceutiques et était un leader international dans son domaine, l'information médicale. Il s'agissait de répondre aux questions des professionnels de santé, à savoir les médecins, les pharmaciens et les sages-femmes, et aussi des patients sur les médicaments commercialisés par différentes firmes. Peu importait que je n'ai pas de connaissances médicales, mon background en biologie leur suffisait. Ils avaient besoin de têtes bien faites comme la mienne. Je restais une demi-heure au téléphone avec cette femme, durée pendant laquelle elle parvint à me persuader non seulement que je n'étais pas une petite crotte transparente et inodore, mais que j'étais faite pour ce poste dont le contenu m'apparaissait au demeurant assez flou. Les mains moites et la gorge sèche, je raccrochais, oscillant entre incrédulité et hilarité. Malgré mon PhD, malgré les ribosomes et les zébrafiches, j'intéressais le monde du travail. Et pas n'importe lequel, la puissante industrie pharmaceutique. Je me mis alors à rêver d'un grand open space baigné de lumière, d'un téléphone qui sonnait et de ma voix susurrant des réponses pertinentes, rassurant là un jeune médecin, sauvant ici une vie. Le chef de projet me félicitait pour ma tranquille efficacité, tandis que le PDG m'octroyait une prime généreuse. Et puis, je gravissais les échelons et bientôt, je dirigeais tout le service d'une main ferme et douce, m'extirpant de ma rêverie. J'appelais ma mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'avais décroché un entretien d'embauche, mon premier, mon seul, mon unique entretien d'embauche. Elle m'abreuva aussitôt de conseils vestimentaires que j'écoutais d'une oreille distraite, tout en pensant à la tête de ma conseillère Pôle emploi quand je lui annoncerai que le leader international de l'information médicale aimait mon PhD. En tout, je passais 3 entretiens, vêtu d'un tailleur, ou de moins ce qui y ressemblait le plus dans ma garde-robe. Le premier consista essentiellement à tester mon anglais. Devant la DRH et une employée de Medicine, ravalant mon dégoût, j'avais donc usé de mon plus bel anglais. L'essai avait été concluant, puisqu'on m'avait rappelé pour un 2e entretien. Ce dernier avait porté sur le poste en lui-même. Je serais donc amené à répondre par téléphone ou par écrit, en français ou en anglais, aux questions des professionnels de santé et des patients sur le bon usage des médicaments dont j'aurais la charge. Cela pouvait être un malade s'étonnant d'un possible effet secondaire ou un médecin s'enquérant de l'utilisation d'une molécule dans un contexte médical particulier. Je devrais également assurer la traçabilité complète de l'activité et établir des reportings et autres tableaux de bord. Bien sûr, je n'avais aucun souci à me faire, je serais formé et accompagné sur les produits de santé et sur les procédures.
Chez Medecine, l'accueil d'un nouveau collaborateur répondait à un process codifié, lui permettant d'acquérir compétences et efficacité. Le tout dans un cadre convivial. Des astreintes téléphoniques le soir et le week-end étaient également au programme. Payées en sus, naturellement. Au 3e entretien, donc, j'avais rencontré le CIO de Medecine en personne. L'entretien se conclut sur les valeurs de l'entreprise, le service et encore le service. J'accueillis ces dernières informations à un sourire crispé aux lèvres. Le salaire était largement en dessous de ce que j'avais espéré. Une fois mon loyer payé, il ne me resterait pas plus de 650 € par mois. Mais j'étais prête. J'étais prête à avaler n'importe quelle couleuvre pour avoir ce poste. Il me le fallait. Le CIO me raccompagna à la sortie et me serra chaleureusement la main en me gratifiant d'un « Bienvenue à bord ». J'entrai dans l'ascenseur et m'adossai à la glace. Je fermai les yeux. Mon cœur battait à tout rompre. Après 13 mois de chômage, je venais de décrocher un job. Enfin. Pression, travail, asservissement. Pression, travail, asservissement. Pression, travail, asservissement. Pression, travail, asservissement. Erwan L. J'ai rien à dire sur Cristal. Enfin, le peu que j'avais à dire, je l'ai déjà raconté à vos collègues. Enfin, aux flics. En plus, je vous entends mal, là. La ligne est mauvaise. Oui, ok, là, oui, là, c'est mieux, oui. Cristal, je sais pas. Je me méfie toujours des filles trop belles, elles sont cruelles. Mais bon, le peu de temps que j'ai côtoyé Cristal, je dois avouer qu'elle était plutôt cool. On déjeunait souvent ensemble au restaurant Inter-Entreprise avec Sandrine. On était arrivés le même jour dans la boîte. Ça crée des liens. Oui, Cristal était cool, même assez rigolote. Enfin, bon, il y a quand même eu ce jour où elle a raconté la façon dont elle zigouillait les souris pour ses recherches en leur cassant la nuque sur la lame d'un ciseau. Elle mimait même le bruit des vertèbres qui craquent. Parfois, la souris ne mourait pas du premier coup et il fallait s'y prendre à 2 fois. Cette femme-là, si jolie, qui vous racontait comment elle trucidait les souris à la chaîne comme ça, sans état d'âme, comme on avouerait une activité manuelle banale, genre le tricot, ça faisait froid dans le dos. Les filles trop belles, vous voyez. Mais comme vous le savez, je suis pas resté chez Medecine. Enfin, attendez un instant. Oui, pourquoi j'ai quitté Medecine ? Vous plaisantez ou quoi ? Vous enquêtez sur Cristal et vous n'avez pas compris pourquoi j'ai quitté Medecine avant la fin de ma période d'essai ? Ok. Bon, eh bien, disons que je ne me reconnaissais pas dans les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire marche ou crève. Vous comprenez mieux, là ? Oui, voilà. À Medecine, on n'avait pas de combinaison orange. Mais pourtant, travailler là-bas, c'était un peu comme purger une peine de prison. Sauf que le seul crime qu'on avait commis, c'était d'être jeune et de vivre dans un pays où le taux de chômage frôle les 10%. Great place to work. Mon cul! Le boulot était inintéressant. Mais ça aurait pu le faire si on avait été correctement payé et pas constamment surveillé, constamment pressurisé. Oh non! Et ils n'avaient pas besoin de vidéosurveillance ou de pointeuse. On était fliqués informatiquement. Ils avaient accès à tout. Nos heures d'arrivée, de départ, nos postes, nos mails, nos historiques de navigation. Quand on voulait partir 10 minutes plus tôt pour un rendez-vous médical, il fallait envoyer un courriel à son chef de projet, à la DRH et au CIO. Bonjour la discrétion! Oui, ça c'est sûr. Les bons élèves, eux, restaient jusqu'à 21h. C'était extrêmement bien vu, surtout pour la prime.
Mais même les mauvais devaient faire ces heures sup, non rémunérées bien sûr, hein, pour envoyer en fin de journée ces foutus reporting aux clients, comme si ça changeait quelque chose, qu'ils les reçoivent à 19h ou le lendemain matin. Putain, mais je passais mes journées à répéter les mêmes phrases, à envoyer les mêmes mails, à me taper les patients ou les pharmaciens mécontents parce que des médicaments étaient en rupture et on n'avait pas le droit de raccrocher en premier. Il fallait se laisser insulter avec le sourire. Les cancres comme moi foutaient le camp le plus vite possible. Tout compte fait, je sais pas si on était en prison ou à l'école primaire. En tout cas, j'ai pas supporté, moi. Je préfère encore travailler au McDo que dans une boîte comme Medicine. Ah, les chefs sont plus cool et on est payé autant. Ouais, c'est vrai, c'était mon premier poste après mon master. J'ai pas vraiment de point de comparaison à part mes stages. Mais putain, je le sentais pas, je le sentais que ça tournait pas en rond dans cette boîte. Pourquoi mettre une pression pareille sur les gens? Pourquoi tout simplement ne pas faire confiance? Ah, au départ, on était tous de bonne volonté, hein, hyper motivés, avec leur méthode, soit-il de pas dégoûter, enfin, tu te cassais rapido dans tout ça. Soit t'acceptais et tu restais. Et il y avait ceux qui acceptaient, mais sans vraiment adhérer à la culture de la boîte. Et puis ceux qui adoraient, hein, ceux qui s'en délectaient. Ah, bah ceux-là pouvaient espérer des bonnes primes et une ascension rapide. Oui, bah tiens, comme Sophie H. Se faire manager par Sophie H. Eh bien, ça relevait de la torture intellectuelle. Elle pouvait vous faire recommencer 10 fois, 20 fois. Elle s'en foutait de faire des heures sup, elle, hein, gratos. Elle n'avait pas de vie. Medicine, c'était sa maison et sa raison de vivre. Je crois, oui. Oui, je pense que Crystal avait l'air bien intégré, mais bon... le climat de suspicion permanent, insufflé par la direction, rendait l'atmosphère étouffante. Tout le monde finissait par espionner tout le monde, par se méfier de tout le monde. Crystal, elle aurait dû partir comme moi pour sauver sa peau. Parce que ça devait arriver un truc comme ça, hein. Parfois, je regrette d'avoir démissionné, sans foutre le bordel avant. Je vaux pas mieux que les autres. J'ai eu peur de faire un éclat et que ça me suive, vous comprenez? De me faire une sale répute et de ne plus jamais trouver de travail. J'ai dit à ma chef de projet que j'avais trouvé un autre poste. C'était faux! Ils n'ont pas cherché à me retenir, hein. Le soir même, ils m'ont fait signer les papiers et m'ont demandé de quitter l'entreprise tout de suite, sans dire au revoir à mes collègues. Et j'ai obéi, bien sûr. Mais putain, j'ai 24 ans, d'accord? Et il aurait fallu que je me batte tout seul contre tous? Vous trouvez ça normal, vous? L'inspection du travail? Mais je savais même pas que ça existait à cette époque. Et puis, vous croyez qu'ils auraient fait quelque chose? Qu'ils auraient pu faire quelque chose? À Medicine, s'ils étaient malins, je pense qu'ils faisaient bien attention à rester dans la légalité, hein, à ne jamais franchir la ligne rouge, en y réfléchissant bien. Crystal, elle avait du cran. Le cran que personne n'avait. Pression. Travail. Asservissement. Pression. Travail. Asservissement. Pression. Travail. Asservissement. Jean-Christophe D. J'étais consultant depuis 3 ans chez Medicine. Oh, j'y bossais 8 à 10 jours par mois. À la base, je suis médecin. Mais j'ai toujours travaillé dans l'industrie pharmaceutique, hein. Je suis spécialisé dans les affaires réglementaires. La législation sur les médicaments, quoi. Oui, c'est complexe et ça change souvent. Bon, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le même labo. Puis, au bout de la énième acquisition-fusion, je me suis fait virer. Bon, j'avais serré les fesses, j'étais passé au travers des mailles du filet plusieurs fois, mais ça finit toujours par vous tomber dessus. Ça, c'est comme la roulette russe, hein. Plus on joue, plus on a de risque de perdre. Bon, sauf que ce n'est pas toi qui joues, ce sont les actionnaires. Licencié à 49 ans, c'est pas le bon moment, avait commenté mon conseiller Pôle emploi. Comme si on m'avait laissé le choix. Bon, je suis parti avec une enveloppe confortable, hein, persuadé qu'avec mon expérience, j'allais retrouver un poste rapido. Mais seulement les labos n'embauchent plus. Trop risqué. Trop de charges, trop de complications. Le droit français du travail est trop protecteur pour les salariés. Vous comprenez, mon bon monsieur?
Mais les grands groupes ont trouvé la parade. Tiens, ils recourent à la sous-traitance. Ils ne prennent aucun risque si l'activité flanche. On résilie simplement le contrat avec le prestataire. Aujourd'hui, les profits se font contre les salaires. Au bout de 6 mois, j'ai décidé de tenter ma chance comme consultant. Je me suis sous-traité dans tous les sens du terme. Ça n'a pas été facile, mais maintenant que j'ai quelques clients fidèles, bon, je m'en sors. Ce que je leur apporte, mon expertise. Vous savez là, toutes ces petites boîtes là sont un peu perdues entre la législation française, européenne, les derniers scandales là, comme celui du Mediator. Oh ben, on marche sur des œufs dans les labos, hein. A fortiori chez les prestataires comme Medecine. Bon, bien sûr que la prestation est une belle saloperie. Les labos y ont recours pour ne pas prendre de risques et pour diminuer leurs coûts. Ils imposent des prix et des délais intenables tout en passant leur temps à contrôler leurs preneurs d'ordre. Et tout ça retombe sur qui ? Sur les salariés du prestataire. Salaire de misère, surcharge de travail, validation chronophage à tous les étages, audit à n'en plus finir, stress. On leur impose une pression insupportable au nom du maître mot rentabilité. Ou tu tiens le coup et tu es rentable. Ou tu te casses. Chez Medecine, ils embauchaient surtout des jeunes, hein. Plus malléables, plus ignorants de leurs droits. Là-dessus, ils leur imposaient un règlement intérieur débile et infantilisant. Ça me fait un peu penser à la guerre, vous savez, hein, une classe d'âge qu'on envoie au casse-pipe. Les conscrits partent sans moufter. Certains s'en sortiront beaucoup, non, et puis bon, ceux qui essayent de s'échapper retombent dans la case chômage. Si ça me révolte ? Même pas, non. Chacun sa merde, hein, merde. Qui se débrouille ? Ça a toujours été dur pour les jeunes, à toutes les époques. Je vais pas me mouiller pour une génération de moutons qui passe son temps le nez dans son portable. Ouais, vous avez raison, ouais. Désolé, je suis aigri, oui, bah alors. Mais bon, j'ai donné 20 ans de ma vie à une boîte et je me suis fait lourder comme un malpropre, remplacé par une nana de 35 ans aux dents longues. Alors ouais, je suis un peu aigri, désolé. Cristal, bah oui. Moi, je la croisais à Medecine. Enfin, sans plus. Oui, bien sûr, je l'avais remarqué. Je suis pas aveugle, hein. Je lui ai vraiment parlé qu'à une occasion. Oh, bah, ça m'a suffi pour me faire ma petite idée, hein. Bon, bah... C'était une fille entière. Trop, sans doute. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue, hein, à cause du turnover épouvantable qui régnait à Medecine. Il y avait des nouveaux presque toutes les semaines. Quand je partais 15 jours de vacances, je reconnaissais plus personne en rentrant. La DRH avait pris l'habitude de présenter les nouvelles têtes fraîchement embauchées en faisant le tour des bureaux. Elle fournissait leur prénom et un pédigré rachitique. La plupart n'avaient pas 25 ans. Les anciens devaient également décliner leur identité et leur parcours, ce que je ne faisais jamais. Au bout d'1 minute, la DRH poussait un soupir et me présentait par un succinct « Jean-Christophe D, notre médecin conseil. » Il faut dire que ce n'était pas le grand amour entre cette vieille fille et moi. J'ai trop vécu pour ne pas me méfier a priori des DRH, des chiens du patronat. En général, lors de l'irruption de la vieille chouette, flanquée de 2 ou 3 postes à dos boutonneux, je levais à peine le nez de mes dossiers. Mais ce jour-là, je sais pas, c'est peut-être ce prénom-là, Cristal, qui m'a intrigué. J'ai daigné détacher mon regard de mon écran. Ils étaient 3 nouveaux. Un grand garçon se tenant de traviole qui a rapidement disparu de la circulation, une rouquine pas vilaine mais un peu trop potelée à mon goût, et Cristal. Elle me fixait avec un petit sourire ironique comme si, avant même que j'ouvre la bouche, elle m'avait déjà cerné. Moi, hein, le vieux séducteur cynique, je l'impressionnais guère. Le genre d'attitude qui titille immédiatement ma combativité. Le DRH annonça que Cristal était PhD et qu'elle avait effectué un post-doctorat. Question d'âge, cela la plaçait donc dans la moyenne haute chez Medecine, la trentaine. Mon âge préféré. Bon, avant, elles sont gourdasses, après, elles deviennent cyniques. Et j'aime, oui, être le seul cynique de l'attelage. Cristal n'était pas seulement belle, elle était aussi sexy. Sa façon de s'habiller, faussement sage, n'arrangeait rien à l'affaire. Cela dit, j'avais rarement l'occasion de l'approcher de près. Je l'observais de loin, par la vitre de mon bureau. J'avais une vue sur l'open space et je pouvais regarder Cristal lorsqu'elle s'y trouvait. Ah, Cristal souriait beaucoup. Un petit sourire un peu détaché et poli. Mais lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait, son visage se teintait d'une profonde mélancolie. Elle pouvait passer d'un état à l'autre en 1 millième de seconde.
Un soir, j'ai eu l'occasion de l'aborder plus franchement. C'était lors d'un de ces cocktails que la direction organisait dans une salle de réunion, avec vue sur le périph' pour fêter la signature d'un nouveau client. Tout le personnel devait faire acte de présence. En général, lors de ces soirées, j'essayais de m'emparer d'une bouteille de mousseux. Cela me permettait de m'approcher de qui je voulais en prétextant faire le service. C'est donc grâce à ce stratagème que j'abordais Cristal en tête-à-tête pour la première fois. Je ne l'avais pas vue de si près depuis longtemps, et je la trouvais fatiguée. Mais ses yeux enfiévrés, là, et ses joues creuses, ne nuisaient pas à sa beauté, la rendant attirante, comme à l'approche d'un danger, d'une maladie incurable. Au bout de quelques minutes d'une conversation où j'étais pourtant demeuré totalement neutre, je peux être plein de tact quand je veux, oui, Cristal lâcha. Ne vous fatiguez pas, Jean-Christophe. Les hommes, c'est fini pour moi. D'abord un peu interloqué. Je décidai de ne pas jouer la méprise. J'étais intéressé. Prétendre le contraire eût été pure goujaterie. Et puisque la dame était finaude, mieux valait se battre sur son terrain. Et je lui fis remarquer que 30 ans, c'était un peu jeune pour adopter une position aussi radicale envers le sexe opposé. Et que si elle avait eu de mauvaises expériences, j'étais à son service pour lui prouver l'utilité du chromosome Y. Du moins, sous certains aspects. Sans même se fendre d'un sourire, elle rétorqua qu'elle n'était jamais assez tôt pour décider de vivre en paix. Je fronçai les sourcils. Elle s'était promis que personne ne la ferait plus souffrir, précisa-t-elle, devant mon air probablement idiot. Cristal avait une forte personnalité. Une personnalité qu'on ne brise pas comme ça. Oui, j'ai travaillé avec Sophie H aussi. C'était une grande et belle femme, mais pas dans le genre de Cristal. Hein. Non. Vous n'aviez pas envie de partager un verre de chardonnay avec elle, couché sur une peau de bête devant un feu de cheminée? Non, Sophie vous donnait juste envie de vous tenir à carreau. Cela dit, elle était performante, hein. Elle était très tatillonne. Franchement, j'aurais pas aimé être sous ses ordres. Pharmacienne, 28, 29 ans, elle abattait un travail considérable, même si nous perdions beaucoup de temps sur des détails qui n'en valaient pas la peine. Les clients l'adoraient, le CEO de Medescience la vénérait. Cristal n'a jamais eu la moindre chance contre Sophie. Pour moi, c'est le genre de personne qui ne se sent exister que si elle peut dominer les autres, leur montrer qu'elle est supérieure. Et comme c'était une femme très attentive aux détails, c'est là-dessus qu'elle coinçait son monde. Je me souviens d'un rapport que j'avais relu. Je l'avais trouvé plutôt bien ficelé et l'avais remis à Sophie en lui demandant qui l'avait rédigé. C'était Cristal. Le lendemain, Sophie, je sais pas pourquoi, une petite couche d'humiliation supplémentaire peut-être, m'avait mis en copie d'un mail qu'elle avait adressé à Cristal. Il s'agissait de l'informer qu'elle avait envoyé comme convenu le rapport au client, mais surtout qu'elle avait passé la nuit à en reprendre la mise en page. Pas un mot sur la qualité du travail. Hein, vous imaginez, vous, recevoir tous les jours des messages mettant en exergue non pas le travail globalement bien fait, mais l'erreur insignifiante, la faute de frappe, des mails qui vous serinent à longueur de journée, que vous êtes un incapable? Vous avez beau savoir que vous êtes intelligente, que vous avez une thèse en neurosciences. Là, il y a un moustique, là, qui vient bourdonner tous les jours à votre oreille pour vous rappeler combien vous êtes nul, combien on doit être derrière vous, comme derrière un enfant. Oui, on a poussé Cristal à bout, et toute la direction était complice. Pourquoi j'ai rien fait? Sans blague. Vous voulez me mettre ça sur le dos? Ok, c'est bon, je me calme. Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi. Hein. Après, dans ce que je vous ai raconté, il y a des choses que j'extrapole peut-être. Ouais, enfin, j'en suis pas absolument certain. Je suppute. Et j'imagine le plus probable d'après ce que je connais des protagonistes de l'affaire. Sur le coup, je me suis pas rendu compte de la gravité de la situation. Vous savez, Sophie était chiante avec tous ses subordonnés. La direction disait qu'elle était perfectionniste. Elle foutait la pression à toutes les filles. Le management par le stress. Ah, ça, c'était vraiment son truc. Hein. Pourquoi ça n'a pas marché avec Cristal? Pourquoi ça l'a fait souffrir plus que les autres? Je n'ai pas de réponse à cette question, moi. Je sais pas, on résiste pas chez Medescience. On se tait. Ou on s'en va. Ou alors on est broyé. Salaire de misère, surcharge de travail, validation chronophage à tous les étages. Salaire de misère, surcharge de travail, validation chronophage à tous les étages. Salaire de misère, surcharge de travail, validation chronophage à tous les étages.
Salaire de misère, surcharge de travail, validation chronophage à tous les états. Salaire de misère, surcharge de travail, validation chronophage à tous les états. Rentabilité. 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 Claire J. La seconde fois que Cristal m'a consulté, elle était vraiment au bout du rouleau. D'après son dossier, la première fois, c'était pour un mal de dos, 3 mois plus tôt. Mais j'avoue que je m'en souviens pas. Je vois 25 patients par jour, vous comprenez, hein. Bon, sa tension était à 10, elle avait perdu 3 kilos, elle était exténuée, vidée, oui. La veille, elle avait été victime d'un malaise dans le restaurant inter-entreprise. Cristal voulait un arrêt. Elle disait qu'elle n'avait plus de force, que de toute façon, elle ne retournerait pas travailler. Elle ne pouvait pas. Ses jambes refusaient d'avancer. Son cerveau menaçait de se déconnecter, rien qu'à l'idée de remettre les pieds à Medicine. Les patients malades de leur travail, j'en vois tous les jours. Et c'est presque tout le temps la même chose. Des organisations délétères, des petits chefs sadiques, des salariés sacrifiés sur l'autel de la rentabilité, des dirigeants incompétents, malmenant des employés tétanisés par la peur du chômage. Le cocktail détonnant. Bien sûr, ouais. J'allais lui accorder son arrêt de travail. Mais d'abord, je l'ai fait parler. Cristal s'est montrée réticente, comme pour ne pas rouvrir la blessure, raviver la douleur. Ou par honte. Beaucoup de ces travailleurs au bout du rouleau ont honte. Honte de ne pas être plus fort. Mise en confiance, Cristal s'est libérée. Elle a raconté le travail répétitif, sans intérêt, la pression, les délais impossibles à tenir, la surveillance permanente de sa manager. Le pire, a-t-elle soufflé à la fin, c'est que je rêvais d'être une grande chercheuse, moi, de combattre les maladies, et que j'ai échoué. Et que je me retrouve là maintenant, à répondre à des questions assommantes et à remplir des tableaux débiles, des tableaux Excel. Et que même ça, j'y arrive pas. Il ne faisait aucun doute que Cristal se trouvait en situation de harcèlement moral et que cette situation l'a poussée doucement mais sûrement vers la dévalorisation et la dépression. Lorsque je lui ai annoncé, les traits de Cristal se sont relâchés. Elle était soulagée. Soulagée qu'une personne extérieure mette un nom sur son mal. J'ai souvent constaté ce soulagement chez les malades en errance. En errance de diagnostic. Ce dont les médecins mettent des années à découvrir, la pathologie, ce qu'ils qualifient volontiers exaspérés de malade imaginaire. Mais lorsqu'on pose enfin un nom sur le symptôme, ils vous remercient. Ils sont soulagés, quelle que soit la gravité du diagnostic. Non, Cristal, vous n'êtes pas une moins que rien. Vous êtes victime de harcèlement moral. Pour la première fois depuis le début de la consultation, Cristal a souri. Vous allez m'arrêter alors ? Pour commencer, ai-je annoncé, je vais vous prescrire un arrêt d'1 semaine, le temps de vous reposer et de vous retourner. Il faut alerter votre hiérarchie sur votre situation, demander un rendez-vous avec la médecine du travail. Vous êtes intelligente, il n'y a aucune raison de vous laisser faire. Je n'ai plus une nouvelle de Cristal jusqu'à ce que j'apprenne par les actualités. Si j'ai sous-estimé la souffrance de Cristal, je crois pas. Non. Oui, ok, c'est vrai, j'aurais pu l'arrêter plus longtemps, mais ça aurait changé quoi ? La pousser à démissionner ? Non, je crois pas que ce soit mon rôle. Et puis, la démission, c'est la double peine. Ce n'est pas au harcelé de partir. Travail, pression, asservissement.
travail. Pression. Asservissement. Travail. Pression. Asservissement. Sylvie, E. Si je m'en suis voulu, à votre avis, le jour du drame, je bronzais sur une plage à 12 000 km en pleine lune de miel. Alors, à votre avis, je culpabilise ou non? Je croyais que, je sais pas, je croyais que j'avais droit à un peu de bonheur sur cette terre, je me trompais. Si j'étais resté, bien sûr que ça aurait changé quelque chose. J'aurais tout de suite vu dans quel état était ma petite fille, comment elle se trouvait. J'aurais pu l'arrêter, la réconforter, l'enfermer au besoin. Au téléphone, c'est pas pareil, hein. C'est vrai, elle disait qu'elle avait beaucoup de travail. Ça aurait dû m'alerter. Pourtant, je me suis pas inquiété. Cristal avait toujours été tellement brillante, une bosseuse. Le travail ne lui faisait pas peur. Les mois suivants passés à chercher un emploi et à essuyer refus sur refus avaient achevé de la fragiliser. Ça, je m'en étais rendu compte, oui. Vous comprenez, quoi? Cristal était habituée à réussir tout ce qu'elle entreprenait. Mais enfin, elle avait décroché un nouveau travail qui l'intéressait, d'après ce qu'elle disait, du moins au début. Pour ma part, c'était au contraire une période exaltante de ma vie. Je venais de rencontrer Jorène lors de l'un de ces cafés littéraires que j'organisais à la médiathèque. Et j'étais amoureuse, moi. Et puis Cristal était une adulte à présent. Elle avait finalement retrouvé un travail. Quand elle a demandé si elle pouvait venir se reposer quelques jours à la maison, j'ai pas compris qu'elle était au bout du rouleau. J'ai répondu... Bien sûr, ma chérie, tu es ici chez toi. Mais moi, je pars à Bali jeudi avec Jorène. Elle a dit que c'était pas grave, que ça lui ferait du bien de marcher seule dans la forêt. Nous nous sommes croisés. J'avais annoncé sa venue à notre voisin Karim. Oh, Karim, il est si serviable. Et je crois qu'en plus, il a toujours eu un petit faible pour Cristal. Ils se connaissaient depuis le collège. Ils faisaient la paire à l'époque. Et puis Karim est devenu un gars solide, quelqu'un de stable, quelqu'un sur qui on peut se reposer. Alors je suis parti sans m'en faire, moi. Puis Cristal m'avait paru un peu fatiguée. Mais elle n'avait pas voulu m'inquiéter, prétendant juste mal dormir à cause de son voisin qui brigolait tard le soir. Elle portait un pantalon beige évasé, une veste courte de la même couleur et un chemisier parsemé de colibris. Oh, elle était ravissante comme toujours. Des petits copains? Ça, je sais pas. Cristal était très discrète sur le sujet. Hein. Bon, j'imagine qu'elle en a eu. Elle ne se confiait pas à moi. Nous étions proches, mais j'étais sa mère, pas sa copine. Hein. Non, je pense pas qu'elle avait quelqu'un au moment. Son enfance. Oh, Cristal était ce qu'on appelle une enfant facile. Dès le début, on ne l'entendait pas. Elle a sauté le CP. En primaire, tout s'est bien passé. Oh, sauf une maîtresse qui nous avait convoqués, son père et moi. Nous étions surpris, car Cristal avait des A partout. Et puis la maîtresse nous avait expliqué que Cristal travaillait trop vite et que cela perturbait la classe. Oh, d'aussi longtemps que je me souvienne, Cristal a toujours dit qu'elle voulait être chercheuse. Elle voulait comprendre les maladies et trouver des remèdes. Elle voulait aider les gens, être utile. Ensuite, nous avons déménagé. Christian, son père, en avait marre de la région parisienne, des transports bondés, et il désirait diriger sa propre agence. Et c'est ainsi que nous avons atterri ici. Bien qu'elle était obligée de rejoindre le collège du coin en cours d'année, Cristal a fait contre mauvaise fortune bon cœur et s'est rapidement intégrée. Elle a pris la tête de la classe dès son arrivée. Non, aucun problème au collège. Sauf... Oui, si. J'avais presque oublié là, cette prof de maths. Cristal avait une excellente moyenne en mathématiques. Cependant, sa professeure lui avait collé une mauvaise appréciation. Je me souviens plus des termes exacts. N'en fait qu'à sa tête ou quelque chose comme ça. Lors d'une rencontre parents-professeurs, Christian avait réclamé des explications. Mon mari avait fait de brillantes études d'ingénieur. Il connaissait et s'enorgueillissait de l'esprit mathématique de sa fille. La prof avait expliqué que certes, Cristal trouvait les bons résultats, mais qu'elle n'appliquait pas les bonnes méthodes. Mon mari adorait sa fille et elle lui rendait bien. Ils étaient très complices, se comprenaient au quart de tour. Oh, bien sûr, vous êtes au courant pour ça aussi, hein? Vous avez bien fouillé, oui. Oui. C'est quelques mois après l'épisode.
de la prof de maths que Christian a eu son accident de voiture. Je me souviens comme si c'était hier. Nous allions fêter les 15 ans de Cristal. J'avais préparé un dîner et lui avais acheté le sweat dont elle rêvait depuis quelques mois. Nous attendions toutes les deux le bruit du crissement des pneus de l'Apollo sur les graviers de la cour. Il y a eu un crissement et puis un coup de sonnette anormal. Et ce sont 2 gendarmes qui se sont présentés dans l'encadrement de la porte. À leur tête, j'ai tout de suite compris. Cette rumeur folle a couru dans le village, mais c'était faux. À cause de l'absence de traces de freinage, l'assurance a évoqué un possible suicide. Parce qu'il ne voulait pas payer. Mais moi, je sais que c'est pas ça. Je sais, moi, qu'il s'est endormi parce qu'il était fatigué et sa voiture a percuté ce platane. Il travaillait beaucoup. Il partait tôt le matin, revenait tard le soir et roulait toujours trop vite. Quand on s'endort au volant, il n'y a pas de traces de freinage, hein, non. Christian, il n'était pas suicidaire. Il n'aurait jamais fait ça à sa fille. Jamais. D'ailleurs, l'assurance a fini par payer. C'est une preuve, non? Oui, il avait contracté cette assurance décès seulement 6 mois plus tôt. Mais qu'est-ce que ça prouve, tiens? C'est pas parce qu'on souscrit une assurance sur la vie qu'on projette de mettre fin à ses jours. C'est juste au cas où on a un accident. C'est vrai, c'était une jolie somme. Avec cet argent, j'ai pu financer les études de Cristal et acheter l'appartement de Paris. Ça remplace pas un père. Vous savez, Cristal a changé après la mort de Christian. Elle était devenue plus dure, moins apte au compromis. Elle supportait plus la moindre injustice. Inutile de me les montrer, je connais ces statistiques. Je sais qu'on a plus de risques de se suicider lorsqu'il y a des antécédents dans la famille. Mais je suis sûr, et Cristal l'était aussi. Il s'agissait d'un accident, parce que je vous le répète, Christian n'aurait jamais fait ça à sa fille. Non, jamais! Pas le soir de ses 15 ans. Si vous cherchez des explications aux gestes de ma petite fille, cherchez-les ailleurs, cherchez-les chez Médecins. Interrogez les collègues de Cristal si vous en trouvez un pas trop lâche. Vous savez, qui voulait la licencier pour insuffisance professionnelle. Ma Cristal! Cherchez d'où vient le vrai mal et laissez la mémoire de mon mari tranquille. Pression, travail, asservissement. Pression, travail, asservissement. Pression, travail, asservissement. Travail, asservissement. Karim Z. J'ai plutôt du succès avec les femmes. Mais je tombe amoureux de celles qui ne me regardent pas. Et Cristal n'a pas dérogé à la règle. Hein. Je dirais même que c'est elle qui l'a instauré. La première fois que j'ai vu Cristal, j'avais 13 ans. Elle se tenait sur l'estrade à côté du principal du collège. Ah, je suis tombé amoureux instantanément. Tandis que son regard gris-bleu glissait sur moi comme sur le décor. Eh ben, j'ai pas écouté le discours du principal. Mais j'ai compris que Cristal allait finir l'année dans notre classe. Et mon cœur a bondi dans ma poitrine. Est-ce que c'était de l'amour ou une simple inclinaison d'adolescent? Si je l'aimais en secret toutes ces années, si je l'aime encore malgré tout, peut-être que c'était bien de l'amour, non? J'étais pas le seul à être tombé sous le charme de Cristal. Hein. À peu près tous les garçons de la classe rêvaient de sortir avec elle. Comme elle était la nouvelle, AA, et arrivée en cours d'année, beaucoup se sont proposés pour l'aider.
Mais Cristal n'avait pas vraiment besoin d'aide. Elle s'est rapidement intégrée dans la classe et en a pris la tête. Son intelligence en a rebuté certains. Pas moi, hein. Ça ne me dérangeait pas qu'une femme soit plus intelligente que moi. Heureusement. Sinon, le sexe féminin tout entier me serait inaccessible. Comme aimer à me charrier Magali, mon ex-femme. Puis il y a eu l'accident. Ouais. Je me souviens de l'absence de Cristal ce matin-là. De la nouvelle là, qui se répand dans la cour du lycée, du visage décomposé de la proviseure qui nous confirme le drame. Je me rappelle l'enterrement, la bruine glacée, la terre lourde du cimetière qui colle aux chaussures, les sanglots silencieux de sa mère, Cristal livide comme absente, sa joue douce et froide sous mes lèvres. Peu d'habitants du village s'étaient déplacés, mais il y avait quelques personnes étrangères, de la famille, d'anciens collègues. Et la rumeur a couru qu'il s'agissait d'un suicide. Pourquoi ? Pourquoi Christian aurait-il ciment jeté sa Volkswagen contre un platane ? J'en sais rien. Christian n'avait-il pas tout pour être heureux ? Mais le mal était fait. En plus, au chagrin, Cristal et sa mère ont dû faire face à la suspicion. Ah bah oui, hein, car on se suicide jamais pour rien. Certains ont prétendu que Christian piquait dans les caisses de la banque et qu'il allait être découvert. D'autres que le couple parfait battait de l'aile. Cristal et sa mère se sont repliés sur elle-même. Les volets de la petite maison restaient désespérément clos. Je ne la voyais presque plus. Petit à petit, Cristal a repris le chemin du lycée, puis la tête de sa classe. 1 an plus tard, Cristal a décroché son bac S avec mention très bien. Elle était partie à la fac, à Lille. J'ai obtenu un bac pro restauration, moi. C'est ce que je voulais. Je voulais devenir cuistot. Oh, puis après, j'ai pas mal bourlingué en France et à l'étranger. Et il y a 7 ans, je suis rentré définitivement à A, avec ma femme Magali, que j'avais rencontrée à la Tranche-sur-Mer, pour ouvrir ma pizzeria. Oh, bien sûr, les oiseaux de mauvais augure ont dit que ça ne marcherait jamais. Un resto à A. Magali et moi avons travaillé d'arrache-pied. Le choix d'une pizzeria n'était pas le fruit du hasard. La pizza, c'est simple. Les ingrédients sont facilement disponibles et bon marché. C'est vite rentable. Le restaurant a tenu bon. Pas mon mariage. Au bout de 3 ans, Magali est repartie dans le sud avec notre fille. Le lien avec ce bébé de 8 mois s'est rapidement distendu. La pizzeria marchant bien, j'ai pu rembourser la banque en avance et réemprunter pour m'acheter une maison. Peut-être que c'est ce qu'on appelle le destin. Le pavillon en face de celui de Cristal était à vendre. Je l'ai acheté. Je me suis rapproché de Sylvie, la mère de Cristal. Oh, c'est une femme agréable, hein, très cultivée. Encore très belle pour son âge. Lorsque Sylvie m'a annoncé la venue de sa fille et demandé de veiller discrètement sur elle, mon cœur a bondi dans ma poitrine. Comme lorsque j'étais ado et que j'apercevais au loin sa bicyclette. J'allais la revoir, pouvoir l'approcher enfin, comme dans les films noirs. Cristal est arrivé une nuit d'orage. Sylvie et Jorène avaient quitté la maison le matin même pour Bali. Vers minuit, à travers le vacarme de l'averse, j'ai entendu des portières claquer. Je venais de rentrer du resto. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai entrebâillé la persienne. Sur la petite route, des phares s'éloignaient. Déjà, fendant les trompes d'eau qui dégringolaient du ciel. D'abord, je ne l'ai pas aperçu. À la campagne, c'est pas comme en ville. Lorsqu'il fait nuit, il fait nuit. Et à la faveur d'un éclair, la frêle silhouette de Cristal m'est apparue. Elle se tenait adossée au grand acacia. La pluie tombait drue et le tonnerre grondait tout proche. Mais elle semblait s'en moquer. Elle est restée ainsi un long moment sous l'acacia avant de pénétrer dans la maison. J'ai hésité à la rejoindre, à la contraindre à s'abriter. À cause de la pluie glacée et du danger à rester sous un arbre, j'ai pas osé. J'ai pensé que je n'aurais pas été le bienvenu.
Maria F. Foutez le camp d'ici! J'ai rien à vous dire! Je vous préviens, ce truc est chargé et je sais m'en servir. Vous vous êtes donné du mal pour me retrouver ici dans les bois, au milieu de nulle part. Vous avez marché dans la gadoue avec vos mocassins tout propres. Vous avez même étraîné la fonction boussole de votre iPhone nouvelle génération. Mais j'ai pas le temps de perdre mon temps avec des journaleux. Ah ouais, vous êtes romancier, pas journaliste. Ça m'en touche une, sans faire bourger l'autre comme on dit. Quoi? On dit plus ça depuis longtemps? Ah bah ouais, c'est qui fait le malin en plus. Faites travailler votre imagination, monsieur le romancier, et laissez les vrais gens tranquilles. Je sais ce qui les excite, les gars dans votre genre. La caissière sadique. Ah ouais, ça vous fait bander, hein? Ça fera un bon sujet, même si c'est du réchauffé. Et la caissière sadique dans son taudis, c'est encore mieux, ouais. Oh yeah, les gars. Écoutez bien ce qui arrive à ceux d'en bas quand ils ouvrent leur grande bouche. Ils dégringolent encore plus bas. Sauf que maintenant, je suis libre, ok? J'en ai rien à foutre. Je suis libre. Foutez le camp d'ici, sale vautour. J'ai payé ma dette à la société, comme on dit. J'ai le droit à la paix, moi. Au resté de ma vie privée comme les stars. Vous êtes bouchés ou quoi? Je vous dis pour la première fois que ce truc est chargé et que je sais m'en servir. Et je m'énerve si je veux. Quoi, Cristal E? Ouais, peut-être que je la connais, ouais. Et alors? Au courant de quoi? J'ai pas la télé, moi. J'écoute pas la radio, j'ai pas Internet. Si Cristal savait pour mon histoire, si je lui ai raconté, peut-être bien, ouais. Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Cristal E? Ouais, il est vraiment chargé, là. Il est arrivé quelque chose à la gosse. Ok, désolé. Ok. Je baisse ce truc. Faut vraiment que je lise tout ça. Ouais, c'est pas trop long, mais moi j'aime pas lire. Bien sûr que je sais lire, ouais. C'est juste que j'ai pas les lunettes pour. Et c'est écrit tout petit sur votre putain de journal. Ah bah lisez, vous. Lisez à haute voix. Elle, le gibier, d'Elisa Vix.